C'est déjà très difficile de la définir, mais en tout cas, je peux dire que j'ai une double casquette, à la fois une casquette institutionnelle, puisque je suis coordinateur d'une plateforme de 60-65 organisations, avec à l'intérieur les organisations syndicales, les mutuelles, les organisations de la société civile, CNCD, Médecins du Monde, Ligue des droits de l'homme aussi à un moment. Et en même temps, il faut aussi, et je peux le dire parce que la campagne Tam Tam arrive à son terme, j'ai été à l'initiative avec d'autres d'une série d'actions activistes à Bruxelles. Et finalement, ce que je trouve a posteriori intéressant dans le parcours, c'est que c'est en fait mon parcours institutionnel à l'intérieur de la campagne Tam Tam qui m'a poussé à rentrer en contact avec des collectifs activistes. Voilà. Donc on a été à l'initiative récemment de l'occupation de la rue de la Loi avec des associations, des actions SMS qui a mené à la démission de la ministre du Climat. Alors c'était pas tout à fait exact. Là, les médias ont joué, je crois, dans le jeu de notre narratif. C'est-à-dire qu'on a construit un narratif autour de cette action et je ne devrais pas le dire parce qu'il y a des journalistes, mais les journalistes ont accepté l'idée, et même la ministre a accepté l'idée que c'était finalement nous, les responsables de sa démission. Il y a eu pas mal d'actions avec les Gilets jaunes et des activistes climatiques. Et voilà, et je voulais... ça ne va pas être un exposé théorique, quoique j'aurais bien voulu réagir à une série de choses ici, mais ça va plutôt être un témoignage de ce que je vois, et peut-être à la fin essayer d'identifier 3-4 choses qui me paraissent importantes à conserver pour les années futures, pour que la société civile garde ses forces, garde sa capacité à pouvoir finalement imposer dans l'agenda politique et médiatique des sujets qui nous paraissent capitaux. Ouais. Donc la campagne Tam Tam, elle a démarré il y a 1 an et demi exactement. On part... on part avec des organisations d'abord syndicales, mais surtout, il faut quand même le rappeler, avec Manuela Cadelli de l'Association syndicale des magistrats, qui après la grande mobilisation des magistrats, où il y a 3000 magistrats en 2015, va faire le tour d'une série d'associations en disant en restant isolé, on ne gagnera jamais. Il faut absolument qu'on puisse montrer l'intersectionnalité des politiques publiques qui sont menées, montrer quels sont les points communs qu'il y a entre, d'une part, les plans d'austérité de Kuhn-Gehn sur la justice et les 2,1 milliards d'économies qui sont effectuées dans le domaine de la santé. Il faut arriver à montrer qu'il y a là une idéologie sous-jacente aux politiques publiques qu'il faut arriver à vulgariser et à travers des outils de réseaux sociaux surtout, mais pas que, arriver à vulgariser cette idéologie qu'on appelle le néolibéralisme, qui est lui aussi d'ailleurs difficile à définir. Et donc on a, à l'initiative de Manuela Cadelli, mais aussi il y avait toute une série d'initiatives, notamment portées par Toute Autre Chose, et puis aussi par les organisations syndicales. Il y a eu une série de réunions qui sont commencées à se créer dès 2015, et on a abouti à un concept. La campagne Tam Tam se voyait comme étant une caisse de résonance des combats menés par la société civile, avec un objectif très clair de faire des convergences entre les différents secteurs. Alors les intentions étaient bonnes, les moyens qui s'accompagnaient étaient très faibles, donc on a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait, mais ça nous a permis, je pense, de rassembler, en tout cas de lutter contre une des caractéristiques principales de la société civile belge aujourd'hui, c'est le cloisonnement des organisations, surtout des organisations des travailleurs, où il n'est pas rare de rencontrer des délégués, par exemple syndicaux, qui parfois pensent et ont vraiment imprégné l'idée que l'adversaire numéro 1, c'est d'abord le délégué syndical rouge, alors que lui est vert. Et ça, c'est, je pense, avec la campagne Tam Tam, quelque chose qu'on a réussi à faire. C'est d'essayer de finalement créer du dialogue là où il n'en existait pas. On a très vite, on s'est attaqué, voilà, ça c'était un premier objectif. Un deuxième objectif qui est très politique, c'était l'idée de dire, à l'époque, hein, on avait un gouvernement qu'on a appelé une coalition kamikaze, on a oublié le nom, mais c'était quand même ça l'idée, c'était une coalition kamikaze, un parti francophone dans un gouvernement de droite, qu'on appelle de centre-droit, de droite, mais voilà, qui a approfondi une série de logiques qui avaient été entamées par le gouvernement précédent, qui lui-même ne s'était pas illustré par son caractère révolutionnaire, si on peut dire, et qui par ailleurs a quand même sur le fond et sur la forme modifié une série de choses assez fondamentales, notamment sur les questions de sécurité sociale avec la loi de 2014, qui est quand même là un changement de paradigme puisqu'on met... on conditionne la dotation à des objectifs, de nouveau, là on rentre très fort
dans ce qui a été dit ce matin, des objectifs de performance. Et puis sur la forme aussi, puisqu'il y a un gouvernement qui nie les principes fondateurs de la concertation sociale, notamment par 2 fois en construisant un budget de la santé en dehors de toute structure de concertation, en imposant d'ailleurs aux acteurs une vision particulière de ce qui doit être fait en matière budgétaire. Et donc on a là un gouvernement qui n'est pas responsable, et c'est ça qui a été difficile à expliquer, qui n'est pas responsable à lui seul de tous les maux qui existent dans notre société, mais qui par contre approfondit, aggrave et sur certains points change de paradigme le paradigme sur lequel repose notre société. Et donc on a essayé de faire ça sur différents secteurs, d'essayer de montrer aux gens quelles ont été les conséquences, avec comme objectif final le fait que les questions écologiques, sociales, questions de pouvoir d'achat, les questions d'inégalité puissent reprendre le rôle, reprendre l'espace qui dans les médias et au niveau des parlements. Ça, c'était la base. Maintenant, après, on a eu un mouvement social très intense sur les questions écologiques et sociales, parce que c'est pas que écologique, mais c'est écologique et social. On a eu la chute d'un gouvernement sur une question migratoire, et là je vais revenir aussi une minute là-dessus. On est dans un pays assez particulier si on prend du recul, parce qu'un gouvernement tombe sur une question migratoire, un pacte de Marrakech, et en fait, on a réussi, et c'est vraiment pas du tout lié au hasard, mais on a réussi avec le mouvement social, la société civile organisée, à occuper l'espace politique et médiatique pendant 6 mois et demi sur les questions sociales et écologiques, alors même qu'on avait au gouvernement un parti comme la NVA qui ne cherchait qu'à faire du beurre sur les questions migratoires. Et donc ça, en soi, c'est déjà une victoire. Alors c'est pas peut-être le grand soir, certainement pas, mais en tout cas, ça montre que ce pacte de Marrakech, on en a parlé 1 semaine et demie, et puis après, tout de suite, les questions climatiques et sociales ont été au centre du débat. Moi, j'aimerais revenir sur... donc, la question, c'est de savoir le droit, en fait, finalement, quel est le rapport au droit? La société civile entretient quoi comme rapport au droit? Je ne vais pas savoir, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas savoir faire un grand exposé là-dessus, mais par contre, je peux parler de mon expérience, parce que ce rapport au droit est vraiment fondamentalement différent quand on parle aux gilets jaunes ou quand on parle aux agriculteurs même qui s'amènent en tracteur et qui balancent du lait sur les institutions européennes, ou même si on parle à des activistes bruxellois ou si on parle à des organisations syndicales ou des mutuelles. Mais il y a, je pense, je vais prendre un exemple où il y a eu l'occupation de la rue de la Loi, où il y a eu là une convergence très, très nette entre des activistes sans qui ça n'aurait pas pu se produire et des organisations qui ont donné de la légitimité et de la crédibilité à l'action. L'idée, quand même, le paradoxe, mais c'est propre à la désobéissance civile, qui est un mode d'action qui est assez en vogue pour le moment, c'était qu'une série d'universitaires, d'académiques, qui ont d'ailleurs présenté la loi climat ici, en plein milieu d'un mouvement social intense où des élèves, ça ne s'était jamais vu, sortent tous les jeudis et se disent qu'ils vont tenir jusqu'à la fin des élections. Ça ne s'est jamais produit. En plein milieu de ce mouvement social-là, en fait, des universitaires proposent, avec la forme en plus, c'est pas seulement proposent des grands principes, mais proposent une loi climat. Et finalement, la société civile s'en empare. La société civile organisée, les mouvements sociaux, la coalition climat qui regroupe les associations, s'empare de cette loi en disant, eh bien là, on a quelque chose. On a, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Popovitch, Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, seul et sans armes. C'est 150 pages et c'est vraiment très instructif. On a là un œuf, c'est-à-dire qu'on a là quelque chose où sur laquelle on peut cristalliser nos combats, sur laquelle on va pouvoir aboutir, en fait, parce qu'un mouvement social, ça décolle parfois vite, mais il faut toujours penser à la piste d'atterrissage, parce que ça peut pas continuer des mois et des mois, ou alors il faut toujours prévoir quand ça décolle, il faut prévoir une piste d'atterrissage. Et il y a là un œuf sur lequel tout le monde peut se rallier, croit-il, parce que en réalité, c'est pas le cas pour une bonne partie aussi de la société civile, plutôt des activistes qui, en fait, derrière cette loi climat, n'y voient aucune forme de transformation radicale des modes de production. Cette loi climat n'est pas en soi un objectif de tout l'agenda activiste, et commence donc assez vite des négociations entre une société civile plutôt classique et des mouvements activistes.
sur la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette loi climat passe. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je crois qu'il y a eu peut-être un déclic. Je sais pas, je ne veux pas non plus surexagérer l'ampleur de cette histoire, mais il y a là quand même un rapport que les organisations de la société civile ont entretenu au droit qui a changé par rapport au reste à la façon dont ils travaillaient avant, puisque une cinquantaine d'organisations décident d'enfreindre la loi, d'aller en plein milieu de la rue de la loi, bloquer la rue de la loi pendant une série d'heures, pour faire adopter une autre loi, qu'on appellerait la loi climat, le tout en coopération avec des activistes. Ça, c'était l'objectif clair et net. De l'autre côté, les activistes, en fait, n'en ont pas grand-chose à secouer de la loi climat, mais par contre, leur intérêt était de dire nos répertoires d'action ont toujours été proches de la désobéissance civile, mais n'ont jamais pu réellement aboutir à des résultats concrets tant qu'on n'a pas eu le soutien même informel de la société civile qui était derrière nous, des organisations. Comme il s'est passé d'ailleurs pour le CETA, où il y a eu une articulation très forte entre les activistes et les associations de la société civile. Et donc l'enjeu là, c'était pour les groupes activistes, c'était de dire on va radicaliser le mouvement climatique en apportant notre soutien, notre aide logistique, notre expérience et nos forces, parce qu'on a besoin de nous, sur un objectif politique qui n'est en soi pas celui qu'on s'est fixé collectivement. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que pour moi, c'est la leçon que je retiens, c'est comme ça qu'on fait de la politique, c'est d'arriver à mettre des intérêts qui peuvent paraître contradictoires, mais à trouver entre ces personnes et ces collectifs qui peuvent parfois avoir des intérêts divergents, un œuf, tel que celui-là, sur laquelle on peut matérialiser et aboutir à un résultat concret. Et en réalité, ça a marché, ça a été quand même une expérience pour beaucoup, positive, ça a marché, il n'a pas fallu très longtemps avant que le MR change de position, alors c'était peut-être opportuniste ou pas, mais c'est pas grave, le MR a changé sa position, ça a ridiculisé une fois de plus, et maintenant l'enjeu c'est de faire la même chose en Flandre pour que réellement ça se produise. Ça, c'est pour moi une des choses qui est importante. Une deuxième chose qui est... J'arrive presque au bout d'ailleurs, mais en tout cas, cette histoire-là nous permet de nous donner une série d'enseignements si on veut, je pense, atteindre des meilleurs résultats, parce que c'est vrai qu'en fait, on a gagné beaucoup de choses, les visites domiciliaires, on a le secret professionnel, il y a la réforme des pensions, c'est pas passé, enfin, il y a toute une série de choses en fait qui n'ont pas réussi à passer, mais moi j'ai plus d'ambition pour la société civile que simplement d'être un rempart à des politiques néolibérales qui vont de toute façon se produire, et si c'est pas maintenant, c'est demain. Moi, j'ai vraiment l'envie que la société civile puisse se constituer comme étant un contre-pouvoir qui est indépendant à la fois des organes de parti et qui est capable de formuler des propositions concrètes pour améliorer le quotidien des gens. Parce que c'est ça l'idée, c'est pas faire de la politique, c'est ça mon idée, c'est améliorer le quotidien des gens. Et c'est ça le défi qui nous est porté aujourd'hui, c'est de décloisonner au maximum les organisations, les rendre indépendants, et surtout, et l'expérience de l'occupation de la place du trône est assez importante, c'est pouvoir dire aux organisations plutôt classiques d'oser critiquer, d'avoir une forme de radicalité dans la critique. Que si la société civile n'ose plus questionner le productivisme, la croissance, le néolibéralisme et même le capitalisme, si nous-mêmes nous ne sommes plus capables, nous ne sommes plus mis dans des dispositions où nous sommes capables de critiquer ce genre de concept, personne ne le fera à notre place. Et c'est ça qu'il faut arriver à continuer à créer au maximum, donc du décloisonnement au maximum, de la radicalité dans la critique, et surtout, et c'est ce qui manque là maintenant, la campagne Tam Tam a été intéressante pour toute une série de choses, mais d'arriver à formuler, et grosso modo les organisations sont d'accord sur le diagnostic. Moi je rejoins très fort quand Oxfam dit finalement en fait c'est deux modèles de société qui s'opposent, mais finalement on le sait, ça fait très longtemps que les associations sont là-dedans, et on converge vers de plus en plus ce diagnostic partagé. Ce qu'il faut arriver à faire maintenant, et peut-être que ce sera l'épisode 2, c'est arriver à formuler des choses précises qui améliorent le quotidien des gens et qui puissent fédérer la société civile en entier. Pas seulement sur un constat, mais sur des propositions. Et dans ce sens-là, peut-être que les néerlandophones ont un pas d'avance sur leur capacité à pouvoir le faire.
voilà, et alors je voulais terminer, je crois, par le fait que, pour quand même donner des données plutôt intellectuelles, philosophiques, il y a, je pense, dans la société aujourd'hui, la nécessité absolue de reconstituer ce que Gramsci appelait des blocs historiques, une alliance entre les forces sociales capables de pouvoir réellement transformer le quotidien des gens. Et dans ce sens-là, le fait que des magistrats et une association syndicale de magistrats se disent d'accord de manifester, même prendre la parole dans une manifestation qui rassemble 20 000 personnes sur les questions de justice sociale et justice climatique, est un pas qui va dans la bonne direction. Maintenant, il faut arriver à le faire au maximum pour arriver à créer des lignes de démarcation et reconstituer ce bloc historique, comme Gramsci pouvait l'appeler, capable d'inverser les tendances, plus que d'être un simple rempart aux attaques néolibérales qu'on se prend au jour le jour. Voilà.